La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Nous avons commémoré les 80 ans de la libération, puis de la capitulation. C'est pourquoi nous avons conçu ce podcast sur les années troubles de l'occupation. Avec un focus sur le monde du livre et celui des bibliothèques. Comment nos prédécesseurs ont vécu ces moments douloureux de notre histoire. C'est ce que nous allons voir dans ce podcast qui s'intitule Lire en période de guerre, acteurs, habitudes et pratiques culturelles des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le monde des livres, comme pour la France et les Français, l'entrée en guerre contre l'Allemagne nazie en septembre 1939 entraîne de grands bouleversements. La défaite de l'été 1940 marque le début de l'occupation allemande et l'arrivée au pouvoir de Pétain et du régime de Vichy. La pénurie s'installe dans tous les domaines, y compris dans celui de la culture. Le papier se fait rare, les éditeurs et les libraires puisent dans leurs stocks pour satisfaire l'appétit de lecture des Français. Mais un autre fléau touche les librairies et les bibliothèques. La censure exercée par l'occupant allemand, avec les fameuses listes auto, liste de livres désormais interdits. Le maintien en activité des bibliothèques n'est pas toujours facile. On note souvent le dévouement du personnel, pris dans la tourmente de la défaite, puis dans les difficultés du quotidien de l'occupation. Le but des bibliothécaires, après la défaite, rouvrir, pour apporter à nouveau aux Français un moyen de se cultiver et surtout de s'évader d'un monde peu réjouissant. La lecture est aussi un moyen de résistance. Tracts, journaux clandestins et même livres circulent au sein de la population française, afin de ne pas être informés uniquement par la propagande officielle des Allemands et de Vichy. On le constate, les Français, durant l'occupation, vont lire, plus que durant les années d'avant-guerre. Tout cela, nous allons le traiter en 3 temps. Le premier temps, les obstacles que l'on peut rencontrer, les pénuries et la censure. Ensuite, le quotidien dans les bibliothèques et la vie des bibliothécaires. Et pour finir, les lecteurs et leur lecture durant les années troubles de l'occupation. Ce que la guerre provoque la plupart du temps, c'est un accès plus difficile aux produits du quotidien, et en ce qui nous concerne, aux livres. Dès 1941, les ressources en papier s'amenuisent. La France produit moins. De plus, l'Allemagne détourne une partie de la production. La consommation avant-guerre est de 3500 tonnes de papier par mois. En janvier 1942, le répartiteur affecte 1200 tonnes à l'édition, chiffre qui tombe à 600 tonnes en février. Les éditeurs sont plus ou moins touchés suivant leur stock. Ce manque de matières premières entraîne une procédure complexe pour chaque écrit susceptible d'être édité. Il va sans dire que les œuvres allant dans le sens de l'idéologie vichiste ou allemande ont le plus de chance. En ce qui concerne la distribution, les départements rattachés du Nord et du Pas-de-Calais, soumis au commandement militaire allemand de Belgique, ont droit à une liste d'interdictions spécifique de 1500 titres, établie pour ce secteur. Les autorités allemandes considèrent que la corruption vient de France. L'occupant allemand a pour objectif de rééduquer la France et les territoires qu'elle occupe, afin de lui faire comprendre, apprécier et adopter sa pensée. Le docteur Heuvel, envoyé à Paris par Goebbels, ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande du Reich, parlant de l'influence culturelle française, déclare: Le problème est de stopper la grande action culturelle et de civilisation que la France a exercée dans la plupart des pays d'Europe et de la remplacer par l'action de l'Allemagne. D'où la mise en place d'un système de censure complexe, appliqué par différents organismes allemands et vichistes.
La censure allemande frappe dès le 27 août 1940 avec la liste Bernhardt, qui recense 143 ouvrages hostiles à l'Allemagne. Des opérations de saisie de livres sont menées par la police allemande et française, dans des librairies et des bibliothèques municipales, toujours ce 27 août 1940. Certains éditeurs, comme Bernard Grasset, devancent les ordres allemands en évinçant de son catalogue des auteurs juifs comme Léon Blum et Stefan Zweig. Vont suivre ensuite les listes Otto, celle du 28 septembre 1940 qui comporte 1060 titres, puis celle du 8 juillet 1942 de 1170 ouvrages, et enfin la dernière le 10 mai 1943 de 739 livres. Dans les bibliothèques, des livres sont retirés des rayons pour être mis dans les réserves. On a l'exemple de la bibliothèque municipale de Bordeaux, où 483 livres censurés sont entreposés dans une salle fermée à clé, accompagnés des 451 ouvrages de la bibliothèque universitaire. Il en est de même pour les librairies, pour qui le contrôle allemand peut s'avérer anxiogène. Dans son journal, Henri Drouot, professeur d'histoire à la faculté de Dijon, nous apprend que le propriétaire de la librairie Rigolo a été convoqué à la commandanture, où il s'est vu reprocher de ne pas présenter dans sa vitrine assez de livres de propagande en faveur de la collaboration. Daniel et Madeleine, deux bibliothécaires qui gèrent la censure au quotidien dans leur bibliothèque. Bonjour Daniel. Bonjour Madeleine. Le maire est passé hier et m'a transmis les consignes de la commandanture sur la liste des livres interdits, à retirer des rayons. Il y en a beaucoup? Oui, pas mal. Les auteurs juifs, bien sûr, mais aussi tous ceux qui critiquent l'Allemagne. Ce sera un sacré boulot. Tu sais que mon fils n'a plus les mêmes livres d'histoire à l'école? Il y avait des propos anti-allemands. Et donc, fini? À la poubelle? Nous, on mettra tous ces livres en réserve, ceux de Malraux, Trotsky, Kessel, Marx, Aron et les autres. On enlèvera aussi les fiches à disposition du public. Et pour les étudiants qui ont besoin des livres, comme ceux de Spinoza, Durkheim ou Bergson, pour préparer les examens, on fait quoi? On verra. On fera au mieux. Si c'est pour des étudiants que l'on connaît, on leur donnera. N'oublions pas que les Allemands font parfois des contrôles et que ça ne se passe pas toujours bien. Un comité d'organisation du livre voit le jour suite à un décret du 3 mai 1941. Il supervise l'édition, l'imprimerie, les industries des arts graphiques et la librairie. Tous les manuscrits doivent passer devant une commission afin d'obtenir le droit à être édités. Paul Marion, secrétaire d'État à l'information et à la propagande au gouvernement de Vichy, précise la ligne à tenir. Il faut dire ce qu'il ne faut pas imprimer, mais aussi ce qu'il faut imprimer. Tout ouvrage doit contribuer au redressement français. Sa vision de la presse. Remplacer une censure de simple interdiction par une censure d'orientation qui remodèle de façon discrète mais profonde la sensibilité collective. Les éditeurs n'ont pas le choix. Ils coopèrent plus ou moins selon leurs opinions afin de ne pas être sanctionnés. D'où une certaine uniformité de la production qui peut conduire les lecteurs à se tourner vers d'autres lectures. Surtout en ce qui concerne la presse, au fil des années, la presse clandestine issue des mouvements de résistance prend de plus en plus d'ampleur, jusqu'à avoir un tirage équivalent, courant 1944, à celui de la presse légale. En ce qui concerne les livres, on peut noter le succès du Silence de la mer de Vercors, publié clandestinement par les éditions de Minuit en 1942. Livre qui parle de la résistance et de la force symbolique du silence. Ce genre de livre s'échange sous le manteau, à défaut d'être présent dans les bibliothèques. En 1939, au déclenchement de la guerre, la priorité pour les bibliothèques est de sauvegarder les collections les plus précieuses. Beaucoup d'entre elles se retrouvent ainsi avec une partie de leurs fonds sur les routes, mises à l'abri dans différents lieux.
Autre souci pour les bibliothécaires, rouvrir leur établissement après la déclaration de guerre en septembre 1939. Julien Quint, administrateur de la Bibliothèque nationale, invite le ministère à inciter les maires à maintenir l'ouverture des bibliothèques au public, notamment réfugiés, soldats, et à remplacer les bibliothécaires mobilisés. On constate en effet que certains maires négligent les bibliothèques, affectant leur personnel à d'autres services. À Cambrai, par exemple, aucune aide n'est apportée par la municipalité lors de l'évacuation des collections de valeurs. Elle considère que les vieux bouquins ne l'intéressent pas. Jean Larand, conservateur des bibliothèques, note dans un rapport « C'est ainsi que seuls les plus précieux de nos trésors avaient été soustraits à la communication. C'est ainsi que nos salles n'avaient été fermées au public que quelques semaines lors de la mobilisation, puis lors de l'exode et de l'entrée des Allemands dans Paris. » Malheureusement, certaines bibliothèques, comme celles de Beauvais et de Tours, n'ont pu échapper à la destruction. La bibliothèque de Tours est détruite par les bombardements allemands le 19 juin. Son bibliothécaire, Georges Collomb, une fois démobilisé, met en place un service de lecture dans un local provisoire. Dès septembre 1940, avec les livres récupérés parmi les prêts en circulation au moment du drame, soit 450 ouvrages. Au 31 décembre 1940, grâce à son ingéniosité et son dévouement, il rassemble plus de 15 000 ouvrages. Ce chiffre ne cessera d'augmenter, tout comme le nombre de ses lecteurs. Les bibliothécaires, comme les autres Français, sont pris dans l'effondrement tragique de l'été 1940. Jean Larand, conservateur des bibliothèques, reste jusqu'à mi-juillet sans nouvelles de ses fils mobilisés, tout en cherchant à savoir où sont et comment vont les personnels de la Bibliothèque nationale dispersés par l'exode. À Paris, certaines bibliothèques rouvrent leurs portes dès le 24 juin, comme la Bibliothèque nationale. En province, la situation est très inégale. À Dijon, le conservateur Charles Oursel rouvre le 2 juillet, tandis qu'à Bayonne, les Allemands n'autorisent la réouverture de la bibliothèque que fin 1941. Une fois leur bibliothèque rouverte, les personnels font de leur mieux pour retrouver un fonctionnement normal. Mais de nombreux obstacles se dressent. Les bibliothécaires exercent sous l'autorité du régime de Vichy et des autorités allemandes. Ils se plient, plus ou moins de bonne grâce, aux ordres. Ils doivent désigner leurs collègues juifs, appliquer les listes d'interdiction, stigmatiser les lecteurs juifs, leur réserver d'abord des salles spécifiques avant de les exclure totalement. Plane au-dessus d'eux la menace de sanctions. La peur est omniprésente, en plus du quotidien marqué par la faim et le froid. René Lemaître, alors en formation à la bibliothèque du Louvre, raconte. Je travaillais avec un manteau de fourrure de ma mère, des gants en laine, des chaussures en bois. On travaillait 2 heures, puis on allait au café prendre une substance chaude. Puis, on pouvait encore travailler 2 heures. Jean-Pierre Seguin, employé à la Bibliothèque nationale en décembre 1942, témoigne de la préoccupation du moment. Manger, se loger, se chauffer et échapper aux rafles. La direction de la Bibliothèque nationale constate en mai 1942 que la dénutrition est manifeste chez tous les employés. Les bibliothèques ne sont pas épargnées par les restrictions. Elles disposent de budgets restreints, voire inexistants, à l'exception de la Bibliothèque nationale qui obtient des crédits pour acquérir de nouveaux ouvrages. La mission du bibliothécaire inclut à cette époque la collecte et la conservation des publications issues de la propagande, mais aussi des tracts et des journaux clandestins produits par la Résistance. Madeleine Chabrier, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Il faut bien se rendre compte de la somme d'ingéniosité et de patiente ténacité qu'ont dû déployer les chefs des différents services pour arriver à recueillir, clandestinement, tant de documents précieux et compromettants en dépit de la surveillance constante des autorités d'occupation. Mais ce sont justement ces photographies inédites, ces dessins inspirés par la vision de tant de souffrances,
ces pauvres journaux clandestins renéotypés, ces tracts qu'on trouvait un jour déposés sur une table ou sur un rayonnage par une main anonyme, isolément ou en gros paquets, qu'on ramassait dans la rue ou dans les champs, qu'on décachetait dans son courrier, qui constitueront dans peu d'années, peut-être même dans quelques mois, les meilleurs témoins et les plus rares d'une des plus douloureuses époques de l'histoire de France. Cette collecte n'est pas sans danger pour les bibliothécaires. Toujours avec Madeleine et Daniel dans leur bibliothèque. Dis donc, ce matin il fait vraiment froid. On n'a pas reçu le bois de chauffage, Daniel? Non, je suis passé hier à la mairie. Le bois qu'ils ont trouvé, c'est pour l'école. Encore une journée bien froide. Prépare un café pour nous réchauffer. Ça n'empêchera pas les lecteurs de venir. La semaine passée, on n'a pas chômé. Pas étonnant, on ouvre moins souvent et avec André et Robert qui n'ont pas été remplacés, c'est difficile. C'est sûr. Et en plus, on a pas mal de nouveaux inscrits. Par les temps qui courent, les gens n'ont pas beaucoup de distractions. Et nous, on leur propose des livres qui leur permettent de s'évader un peu du quotidien. C'est vrai. Voir les Allemands tous les jours, c'est pas réconfortant. De plus, depuis qu'ils ont envahi la zone sud, ils sont plus nerveux. Entre autres conséquences, l'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes. Hier, j'ai récupéré quelques tracts de la résistance. Je les ai rangés dans l'endroit prévu. Faudrait pas que les Allemands tombent dessus. T'as raison, quand on voit ce qu'ils ont fait aux libraires chez qui ils ont retrouvé des tracts, restons sur nos gardes. Alors que certains personnels des bibliothèques sont prisonniers en Allemagne, d'autres seront réquisitionnés pour le STO, le service du travail obligatoire instauré par le régime de Vichy en 1943. Parmi eux, certains sont réfractaires et devront se cacher des autorités jusqu'à la fin de la guerre. Les Juifs sont exclus de la fonction publique par les lois anti-juives mises en place par Vichy en octobre 1940. Le monde des bibliothèques est aussi touché. Le personnel juif des bibliothèques est suspendu dans un premier temps, puis licencié. Certains sont tout de même venus travailler arborant l'étoile jaune. Le cas le plus emblématique est celui de Julien Quint, administrateur général de la Bibliothèque nationale, démis de ses fonctions le 23 juillet 1940. Surveillé pour ses sympathies politiques, il a travaillé avec Jean Zay au moment du Front populaire, et sa judaïté, il est arrêté le 12 février 1941. Interné à la santé, au fort de Romainville, puis déporté au camp de Buchenwald, d'où il sera libéré par les Américains le 18 avril 1945. Il retrouvera son poste d'administrateur un an plus tard, le 18 avril 1946. Certains bibliothécaires s'engagent dans la résistance. Yvonne Audon, responsable de la bibliothèque du Musée de l'Homme, est une figure centrale du réseau du même nom. Elle participe à différentes activités résistantes dont la diffusion du journal clandestin Résistance. D'autres femmes bibliothécaires s'impliquent dans ce réseau, Denise Allègre et Paulette de Crombec. Le 10 février 1941, Yvonne Audon est arrêtée avec d'autres membres du réseau. 7 hommes sont condamnés à mort et fusillés. Elle-même, condamnée à mort, voit sa peine commuée en déportation. Avec d'autres membres du réseau, elle est déportée à Ravensbrück. Elle revient de déportation le 22 avril 1945, seule survivante du groupe. Dans la région, Paul Plantin, bibliothécaire à Cambrai, s'engage aussi dans la résistance. On peut également citer Madame Duhamel à Douai et Léonce Baron à Dunkerque qui agissent avec courage lors des évacuations ou des bombardements. Marcel Boutron, nommé inspecteur général en janvier 1941, mérite aussi une mention. Pierre Lelièvre, bibliothécaire à Nantes, dresse son portrait avec émotion. Les problèmes techniques dont il savait l'importance étaient à ses yeux subalternes. Il avait de notre métier, un beau métier, disait-il, une conception humaniste. Toujours bienveillant,
d'une bienveillance qu'un éclair de malice dans le regard faisait estimer plus encore. Il s'enquérait longuement des soucis, des préoccupations, des projets des bibliothécaires qu'il visitait. Il pensait que son rôle était moins de les contrôler que de les guider et, à l'occasion, de les réconforter. Faire son travail de bibliothécaire, qui est aussi de conserver tracts et journaux interdits, lui vaut un séjour en prison en avril 1942. Il est révoqué en mai 1944, puis rappelé à la Libération par Henri Vallon, secrétaire général de l'Éducation nationale, qui souligne à son tour son humanisme. Jamais un seul instant Marcel Bouteron ne manqua à la gentillesse, à la simplicité, à la sollicitude accordée aux plus modestes problèmes d'autrui, qui étaient les qualités les plus aimables de son caractère. Et son sens du service public. Pour un homme qui n'avait jamais exercé des fonctions administratives et qui n'avait, je crois pouvoir le dire, aucun goût pour l'administration, c'était une tâche très ingrate et très lourde. Il y a consacré bien des nuits, travaillant comme Balzac à la lueur des bougies. Malheureusement, des bibliothécaires ont aussi collaboré, comme Bernard Faye, qui prend la direction de la Bibliothèque nationale, mais aussi Léo Crozet, qui travaille à la Bibliothèque nationale. Il se promène à la réouverture en juillet 1940 avec des officiers allemands, vantant la supériorité intellectuelle allemande. Antisémite convaincu, il rédige un article intitulé « Le juif dans les bibliothèques ». Quelques autres suivront cette voie, mais à la Libération, tous en subiront le plus souvent les conséquences en étant révoqués. Ceci ne doit pas masquer le fait majeur. Pour les bibliothécaires et libraires de ces années troubles, les Français lisent plus. En effet, on constate par l'affluence dans les bibliothèques et les ventes dans les librairies que les Français ont soif de lecture. Les bibliothèques voient leurs chiffres de fréquentation augmenter. Prenons l'exemple de la bibliothèque de Dijon, qui passe de 21 641 entrées en 1938 à 24 907 entrées en 1941, puis 27 801 entrées en 1943. C'est un phénomène que l'on observe dans la plupart des bibliothèques, et ce malgré les nombreux obstacles au fonctionnement de ces lieux de culture. Le manque de personnel, la réduction des heures d'ouverture, l'absence de chauffage, peu ou pas d'acquisition de livres censurés et non disponibles, et, en plus, l'éclairage y est restreint. Charles Ourcel, bibliothécaire à Dijon, témoigne. Les bibliothécaires ayant fait leur réouverture signalaient tous, ou presque tous, la grande assiduité des lecteurs, tant de ceux qui fréquentent la salle de travail que de ceux qui viennent à la bibliothèque pour emprunter des livres. Dans beaucoup de villes même, la fréquentation de la bibliothèque, après avoir connu un fléchissement au mois de mai et de juin, a repris très vite une intensité comparable à celle de la période précédente, dont on sait qu'elle a été particulièrement remarquable dans la plupart des bibliothèques de France et supérieure en général à la moyenne des années antérieures. Henri Lemaître, bibliothécaire, nous livre son explication au regain d'intérêt des Français pour la lecture et leur fréquentation plus assidue des bibliothèques. Les livres furent donc alors le seul moyen de s'évader des tourments de l'heure présente. La presse et les hebdomadaires étaient trop souvent des organes de propagande allemande. On fut donc obligé de se rabattre sur les ouvrages écrits avant 1940, ouvrages qui devinrent vite rares chez les libraires, s'ils n'étaient par ailleurs interdits. Les bibliothèques étaient le seul endroit où l'on put encore les trouver. Certains bibliothécaires prennent le risque de prêter des livres interdits, mais seulement à des lecteurs sûrs et discrets, toujours selon le bibliothécaire Henri Lemaître. Même si le prix des livres est en hausse, que la censure et la pénurie de papier restreignent le choix, les libraires se portent bien. Edmond Buchet, le 17 mai 1942. On ne cherche plus à vendre. En 5 mois, les recettes dépassent celles que prévoyait notre budget pour l'année. Certains libraires parisiens fixent un plafond d'achat à 100 francs
en raison de la pénurie. Inévitablement, un marché noir du livre va se développer. Ce contexte oriente une partie des lecteurs désargentés vers les bibliothèques. Mais que lisent les Français? Leur choix se porte essentiellement sur les romans, même s'il est difficile de savoir précisément ce qu'ils lisaient, faute d'études sociologiques ou même de statistiques de vente fiables. Parmi les nouveautés, on trouve bien sûr des ouvrages à la gloire de Pétain et de son régime, comme une biographie du maréchal Pétain, un livre de Drieux-La Rochelle sur la défaite, ou encore Les Décombres de Rebatté, un roman au succès indéniable. On voit aussi des ouvrages destinés à aider les Français à surmonter les nombreuses difficultés du quotidien. Par exemple, se chauffer à l'époque des restrictions, ou encore se nourrir à l'époque des restrictions. Mais les livres les plus recherchés restent les romans. Les ouvrages de Maxence van der Merch, L'élu et Pêcheur d'hommes connaissent un grand succès, tout comme le Moby Dick d'Herman Melville, traduit par Giono, ou encore Premier de cordée de Frison Roche, davantage destiné à un public adolescent. Cette soif de lecture se retrouve également dans les camps de prisonniers, où se trouvent près d'1,5 million de personnes. Dès le début de la guerre, on s'est soucié de la lecture aux armées. Un service lecture, arts et loisirs aux armées est mis en place en novembre 1939. Le but, apporter distraction et réconfort intellectuel. La Bibliothèque nationale et l'ABF, Association des bibliothécaires français, apportent leur soutien. Entre février et mai 1940, 75 000 livres sont envoyés dans les foyers militaires par lot de 100 livres. 50 romans, dont 10 policiers, 10 d'aventures et 50 non-romans. On associe à la fois distraction et instruction. Avec la défaite, ce service est supprimé par Vichy, pour être remplacé par un comité d'assistance aux prisonniers qui comporte une section bibliothèque et jeux, sous le contrôle de la Bibliothèque nationale. C'est cet organisme qui gère l'envoi de livres aux prisonniers. Au départ, ce sont surtout des livres d'orientation vichiste qui sont envoyés par diverses associations d'aide aux prisonniers. Ouvrages sur les petits métiers régionalistes, les provinces, sur Pétain et la France nouvelle. Par la suite, les envois sont pris en charge par des personnels responsables de la Bibliothèque nationale, qui tentent d'éviter les livres de propagande allemande ou vichiste, tout en respectant le cadre légal. Après 1943, beaucoup de Français sont réquisitionnés pour le STO. On tente également de leur fournir des livres. Le livre permet aux prisonniers de tromper l'ennui, de se distraire. On lit des livres quand d'autres temps on n'aurait même pas ouvert. Certains ouvrages parviennent même jusque dans les camps de concentration via la Croix-Rouge. Un Oflag, camp de prisonniers pour officiers, à Münster en Westphalie, possède 16 000 ouvrages et 600 inscrits. Tout ceci est géré par Gilbert Petitjean, bibliothécaire. Dans le Stalag 12D, on trouve un fonds de 16 000 livres. C'est dans ce camp que se trouve Jean-Paul Sartre qui se fait approvisionner en livres par Simone de Beauvoir. Jean Muté du Stalag 9C à propos des bibliothèques dans les camps. Ce jour-là fut un beau jour pour nous. Nous fondions une bibliothèque. Elle commença bien modestement à ses débuts. Une dizaine de romans qui étaient parvenus jusqu'à nous dans des colis adressés de France à certains d'entre nous. Ils furent littéralement dévorés des yeux par les Guffengun du 1550, le commando minier auquel appartenaient nos soldats. Et l'un d'eux fut chargé de leur distribution et de leur entretien. Notre bibliothèque nous a permis de nous évader par la pensée et nous a fait passer d'heureux moments. Méliné et Lucie font partie d'une association d'aide aux prisonniers. Elles préparent des colis de livres qu'elles ont collectés. On a récupéré pas mal de livres cette semaine. J'espère bien. Avec tout le travail qu'on a fait. Oh, regarde, dans ce carton, un Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Je l'ai relu il y a juste un mois. C'est un classique. Mais bon, on n'a plus trop le choix. À la bibliothèque, ils n'ont pas de livres récents, vu qu'ils n'ont plus de budget.
Ça nous fait relire des classiques, ou même des livres qu'on n'aurait même pas ouverts avant. Et acheter des livres neufs, ça ne se fait pas avec des tickets de rationnement. En tout cas, nos hommes seront contents, ça leur changera des idées. Oh, dis donc, regarde ce livre, Le silence de la mer, de Vercors. Qui a bien pu mettre ce livre-là? On n'a pas intérêt à le mettre dans le carton. C'est un livre interdit, écrit par un résistant. On va le garder pour nous. Ça nous changera de la propagande des Boches. Tu as bien raison. Mais faudra bien faire attention. Certains de ces prisonniers se sont mis à la lecture, mais tous se sont mis à l'écriture afin de correspondre avec leur famille. Les Allemands et le régime de Vichy ont mis en place un système de censure qui a certes restreint le choix des Français dans leur lecture, mais cela ne les a pas empêchés de lire davantage, pour tromper l'ennui et trouver un échappatoire à un quotidien difficile. Le rôle des bibliothèques a été important durant ces années troubles de l'occupation. Ce sont les bibliothèques municipales qui ont permis à beaucoup de Français de satisfaire ce besoin de lecture. Les bibliothécaires ont fait de leur mieux pour accomplir leur mission, sous la pression de l'occupant et avec les faibles moyens dont ils disposaient. Les auteurs, eux aussi, ont subi cette pression. Certains ont continué d'écrire, essayant de se plier à la censure. D'autres, comme Jean Guéhenno, ont cessé de publier, mais non d'écrire. Il a tenu son journal pendant cette période, comme ce fut le cas de nombreux Français, qui ne se sont pas contentés de lire, mais ont aussi écrit. Jean Zay, homme politique et écrivain, en détention, nous parle de l'écriture en ces temps incertains. Aucune diversion, dans les heures d'ennui, ne vaut la création pure, fût-elle modeste. Quand on est seul, s'entourer de personnages imaginaires, dont chaque mouvement dépend de votre fantaisie, voilà qui peuplerait un désert, et suffit à abolir les trop mornes réalités. L'écriture, forme de thérapie pour s'évader du lourd et pénible quotidien du temps de l'occupation. Pour écrire ce podcast, nous avons puisé nos informations dans 2 livres. Celui de Jacques Cantier, Lire sous l'occupation, aux éditions du CNRS, et Livre pillé, lecture surveillée, dans la collection Folio Histoire chez Gallimard de Martine Poulain. Livre que vous pouvez bien sûr retrouver à la médiathèque. Ont participé à ce podcast Récits et recherches Emmanuel, Technique et montage sonore Laurent, Lecture et scénette Ambre, Delphine et Dominique.